Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Stéphane Leblanc. Je suis le président fondateur du Centre international du leadership conscient. Donc, après une trentaine d'années dans les grandes entreprises, en avril 2017, j'ai eu l'inspiration de créer un centre pour créer des espaces transformationnels pour élever le leadership à un niveau de conscience plus élevé. Et dans le cadre de ma mission, j'ai le privilège de rencontrer des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, j'ai une de ces personnes-là qui a accepté de joindre à nous, c'est Jean-François Lacasse. Jean-François qui a aussi fait des grands changements dans sa vie au cours des 2, 3 dernières années. Et on va avoir la chance d'en parler avec lui aujourd'hui. Jean-François qui est le fondateur de la communauté M'aider, qui souhaite démocratiser le phénomène entourant la détresse psychologique, qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos organisations. C'était présent avant le COVID. Peut-être que le COVID a empiré la chose, je ne sais pas. Ou pas, je ne sais pas, je le sais. Mais clairement, et Jean-François et moi, on partage une épreuve de vie. On a tous les deux vécu une dépression. Et quand on regarde en arrière, mais je suis sûr que Jean-François est d'accord avec moi, ça a été un élément déclencheur pour peut-être découvrir une nouvelle vie. Donc, Jean-François et moi, aujourd'hui, on va explorer la résilience et la renaissance. Donc, j'invite Jean-François à prendre la parole. Bienvenue, Jean-François. Bonjour tout le monde. Merci Stéphane pour cette opportunité de m'adresser aux gens de ton groupe et merci de créer cet espace-là. J'apprécie, ça me fait plaisir d'être là. Donc, Jean-François, est-ce que tu pourrais commencer peut-être à nous parler un peu de toi, avant qu'on parle de résilience et renaissance? Tu as vécu des épreuves qui, justement, t'ont amené à développer ta résilience et à promulguer une renaissance chez toi. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé dans ta vie et comment tu as utilisé ça pour te transformer, dans le fond, transformer ta vie. En fait, j'ai envie de ne pas trop retourner dans le passé. J'ai le goût de débuter en 2018. En fait, j'aime dire que j'ai subi ce que j'appelle un atterrissage forcé. Donc, vous voyez derrière moi Mayday, Mayday. Mayday, c'est un signal de détresse en aviation. L'autre Mayday, c'est pour entraide. Parce que suite à cet atterrissage forcé-là, j'ai commencé à donner des conférences. Une conférence qui s'intitule Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Je suis obligé de dire que pendant plusieurs années, après avoir fait une lecture attentive de ma boîte noire, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion pendant un bon bout de temps. Essentiellement, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais beaucoup dans le déni. J'étais dans la performance sans vigilance. Et évidemment, un contexte comme celui-là, c'est souvent multifactoriel. Plusieurs éléments ont fait en sorte que j'ai perdu beaucoup d'altitude en peu de temps. Et depuis ce temps-là, s'en est suivi évidemment un arrêt de travail, une période de remise en question assez importante, puis pour en rajouter une séparation après plus de 15 ans de vie commune, quelques mois après mon atterrissage forcé. Donc, c'est là, par la suite, que après avoir exploré certains concepts en lien avec l'aviation et après avoir été inspiré par Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? À chaque fois que je donnais ma conférence, il y a une bonne partie des gens qui venaient me voir après pour me dire « Sais-tu, Jean-François, moi aussi, j'ai vécu un atterrissage forcé ou une forme d'atterrissage forcé. » Et là, je disais à ces gens-là, parlez-moi-en donc. Et quels sont les outils que tu as utilisés? Quels sont les pièges que tu aurais pu éviter? Et je me suis rendu compte que non seulement c'était un sujet qui était tabou, mais les gens avaient tout intérêt à parler, à communiquer ensemble pour créer ce qu'on appelle un cerveau collectif, pour faire de l'éducation la nouvelle norme en matière de détresse psychologique. Je tiens à dire que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un psychiatre. Je suis seulement un homme qui a marché un terrain et qui a appris, dans le fond, durant cette marche-là, certaines choses. Et je suis convaincu que ces choses-là peuvent agir en prévention, en sensibilisation et en éducation pour les gens qui m'entourent, mais surtout pour la nouvelle génération qui pousse par le phénomène de la détresse psychologique avant même que je lance la communauté M'aider en janvier 2020, avant la pandémie.
c'était quelque chose qui me préoccupait énormément. Quand je regarde les coûts directs et indirects que ça coûte non seulement à notre société, mais tous les dommages collatéraux également qui sont vécus dans nos familles, dans nos maisons, dans nos organisations et institutions, j'ai décidé en quelque sorte de me servir de mon histoire comme message pour, ils disent en anglais, turn your mess into a message. Alors, c'est ce que j'ai en quelque sorte décidé de faire. J'avais la peur de me lever dans la chambre d'hockey, comme on dit, mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais regardé en arrière et notre communauté, non seulement est en croissance, mais on reçoit des messages inspirants à chaque semaine où des gens nous écoutent un passage, une entrevue qui est réalisée, une citation qui est faite, un post, par exemple. Puis ça les amène dans une démarche plus constructive ou soit qui sont dans une phase d'acceptation de la situation ou c'est peut-être des gens aussi qui ont vécu un atterrissage forcé au cours des derniers mois. Puis, on est en mesure de leur fournir un espace nécessaire pour leur permettre de prendre de l'altitude plus rapidement, d'utiliser des outils qui peuvent être à leur disposition parce qu'il y a des outils partout. Il y a des millions et des millions d'outils. Mais un ingrédient manquant, à mon avis, c'est l'authenticité, la vulnérabilité devant ce phénomène-là, le discours aussi. Plus il y aura de gens qui vont dire « Hey, écoute, moi, ça m'est arrivé », je pense que c'est un passage obligé vers un changement de la situation. Désolé, j'étais en muet. Donc, Jean-François, merci pour ce que tu as partagé. Et, tu sais, dans la détresse psychologique, elle est présente dans notre société et pourtant, il y a plein de sources d'aide un peu partout, mais il y a différentes raisons qu'on ne demande pas de l'aide. Tu sais. Puis des fois, on va trop loin avant d'en arriver. Puis à un moment donné, ben, comme tu appelles ça, un atterrissage forcé. Je viens du monde de l'aviation, donc j'aime beaucoup ta référence à l'aviation. Jean-François, tu as choisi de devenir entrepreneur après avoir vécu des épreuves en 2020. Et là, Ouais. 2020, tu as amené un lot de défis. C'est là qu'on a, quand je t'ai parlé de faire le webinaire, c'est les thèmes résilience et renaissance sont sortis tout de suite. Tu sais. Parce que 2020 a amené des défis à tout le monde, mais toi, tu en as vécu des particuliers. Tu en as eu plusieurs, disons, qui se sont accumulés. Peux-tu nous parler de ce que tu as vécu? Puis comment ça t'a permis peut-être ou comment ça l'a appelé ta résilience? Puis c'est quoi ta renaissance? Tu sais? En fait, Stéphane, ben moi, j'ai eu la brillante idée, après avoir vécu cet atterrissage forcé-là en 2018, donné des conférences en 2019, de quitter mon emploi en février 2020. À la Saint-Valentin, moi, je suis quétaine comme ça, je me suis choisi à la Saint-Valentin. Pas parce que je n'aimais pas ce que je faisais, mais pour moi, ça manquait un peu ça manquait un peu de sens parce que ces événements-là nous transforment. Hein? Je veux dire, c'est un voyage intérieur qu'on fait pour être en mesure de, de changer son plan de vol et de changer sa destination finalement. Et évidemment, ben, quelques contrats en poche, me lancer comme entrepreneur. J'avais l'impression que mon message était important, mais j'étais sans savoir qu'une pandémie se pointait le bout du nez presque un mois plus tard. Et s'en est suivi, évidemment, une période assez difficile où, ben, en fait, je ne suis pas là pour me plaindre parce que je pense beaucoup ces jours-ci aux entrepreneurs, aux restaurateurs. Je pense beaucoup aux gens qui ont à composer avec une forme quelconque de détresse. Ça peut être une détresse financière, ça peut être une détresse... la détresse, c'est large. La détresse psychologique, c'est large aussi. Mais moi, je dirais que, ben, avant de parler de tout ça, de la résilience, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai non seulement perdu mes contrats, mais après ça, j'ai pivoté sur le web pour donner un élan à cette communauté-là qui attirait de plus en plus de gens. Et j'ai lancé une formation en ligne qui s'appelle le projet pilote, comment devenir un pro-pilote, où on travaille beaucoup en santé préventive. On parle de méditation, de nutrition, de mindset, etc., pour aider les gens qui ont peut-être passé à travers un moment difficile à se remettre de cette situation-là plus rapidement.
Et écoute, 4 jours après que j'ai lancé mon premier programme en ligne, j'ai eu un accident de vélo de montagne quand même assez important. J'ai failli me tuer essentiellement à la fin du mois de juin 2020. Et la clavicule m'a complètement sorti. Ça a presque été une fracture ouverte. Donc, évidemment, j'ai été en douleur toute une portion de l'été. À travers, tu sais, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà lancé en affaires, mais un start-up, déjà en partant, on a le vent d'en face, comme on dit. Et ben là, une start-up en pleine pandémie, avec une clavicule qui est en quelque sorte démantibulée. Mettons que ce n'est pas la meilleure façon qu'on veut se lancer en affaires. Mais quand on se compare, on se console. À chaque fois, je me disais, écoute, moi, je suis convaincu que mon accident s'était arrangé avec le gars des vues, comme on dit. J'allais rapidement En fait, je pense que j'allais trop vite. Ça m'a permis de prendre du recul, de réévaluer le tout, réévaluer mon plan de vol. Ben c'est ça. Heureusement, depuis l'automne, les choses vont beaucoup mieux. Mais il en demeure pas moins que ce n'est pas des moments qui sont faciles pour la plupart des gens qui sont en affaires. Mais en même temps, je pense que c'est une belle opportunité également. Une belle opportunité pour repenser, rééquilibrer, se repositionner, se réinventer. En fait, c'est la phase des re. Et dans la phase des re, ben, il y a aussi la résilience. Et je suis tombé sur un texte ce matin que j'avais publié sur LinkedIn, puis j'ai le goût de vous le partager. Je vais essayer de le lire sans le trémolo parce que quand je l'ai lu ce matin, ça me rejoignait beaucoup et j'ai beaucoup de compassion pour les gens résilients. Puis à notre façon, on est tous résilients. La résilience, c'est fleurir dans une terre aride ou après un hiver long et rigoureux. Autour de nous, il y a de nombreux résilients silencieux, comme celui ou celle qui a survécu à une grave maladie ou qui a repris sa vie en main après un traumatisme incroyable. Être résilient ou un être résilient, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par les épreuves, mais qui est devenu fort grâce à elles. C'est un combattant courageux qui se tient debout alors que d'autres finiraient par baisser les bras. C'est un enfant maltraité qui devient adulte en compatisant à la douleur des autres. C'est quelqu'un à qui on a dit de se taire toute sa vie et qui finit par prendre la parole, sa parole. C'est un enfant du divorce et des conflits qui persiste à croire que l'amour existe et croit aussi au couple. C'est l'oiseau à l'aile amochée qui réapprend à voler. C'est la personne qui, au final, reprend son envol aussi après une forme d'atterrissage forcé. On est tous des êtres résilients. On a tous survécu à nos propres guerres. Il faut s'en souvenir quand on va rencontrer à nouveau une épreuve. Je pense qu'on est tous capables de survivre. Nous l'avons déjà fait. Puis je pense qu'en le faisant ensemble, dans des groupes comme celui-ci, dans des groupes comme le nôtre, ben, c'est plus facile de renaître, c'est plus facile de se reconnaître et c'est plus facile aussi de tourner le vent de bord et à la limite, comment je pourrais dire, d'ajuster sa voile à travers le vent qu'on vit parce qu'on peut toujours être en résistance, mais à un moment donné, je pense que c'est important de dire, garde, laissons aller. Et cette résilience-là ben, peut nécessairement jouer un rôle important dans notre parcours. Puis, écoute, on a tous nos réalités. Stéphane, tu pourrais sans doute m'expliquer aussi des choses que tu as vécues au cours de la dernière année, mais je tiens à te dire et à te reconnaître que tu es une inspiration pour moi parce que je sais que la résilience,
c'est une de tes qualités. Et ben, c'est ça. Je pense qu'on est tous résilients à notre façon. Encore faut-il partager ces événements-là de notre vie pour non seulement s'inspirer les uns les autres, parce que, dans le fond, le succès laisse des traces, mais les épreuves aussi. Et je pense qu'on est capable d'apprendre de nos épreuves communes, mais le défi qu'on a, c'est ce qu'on cherche à faire chez M'aider, c'est de démocratiser ces éléments-là pour pas qu'on ait honte d'en parler, pour pas qu'on se sente faible, pour pas qu'on se sente amoindri. Au contraire, il y a une grande force dans la vulnérabilité et je pense que ben avec les récents événements, on a cette opportunité-là de repenser. Moi, je suis convaincu, il y a beaucoup de belles choses qui se font dans notre monde aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses qu'on pourrait fine-tuner un petit peu pour nous amener un petit peu plus loin comme société. Mais fait que c'est ça. C'est un peu ce que j'avais envie de partager avec la résilience. Mais c'est important de reviser son plan de vol constamment. C'est important aussi d'être conscient puis de regarder les lumières qui sont à bord de notre appareil. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tes relations sont dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? Est-ce que ton travail est dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? Est-ce que ta situation financière est dans le vert, dans le jaune, dans le rouge? C'est important à un moment donné de mesurer où on se situe pour être en mesure d'apporter les ajustements nécessaires pour changer cette couleur-là, parce que c'est pas vrai que c'est possible de voler avec un tableau de bord rempli de lumière orange, puis jaune, puis de rouge. Ça peut faire un certain temps, mais à un moment donné, cette adrénaline-là, on brûle du kérosène comme ça se peut pas et on se met en danger. Et en même temps, ça peut créer beaucoup de turbulences à l'égard des passagers qui sont à bord de notre appareil. Nos collègues, notre conjoint, notre conjointe, notre famille, nos amis, nos voisins. Alors, je pense que c'est ça. On a une responsabilité individuelle face à ça. Il y a aussi, à mon sens, une responsabilité collective. Je pense que dans nos entreprises, on n'aura pas le choix d'en parler et d'adresser la situation parce que dans un contexte où il va y avoir de moins en moins d'employés sur le marché du travail, ben, il faut les garder en santé. Et il faut aussi s'en occuper. Et malheureusement, ben, il y a encore certaines organisations ben, qui ont du chemin à faire de ce côté-là. J'étais moi-même dans une grande organisation qui avait un programme d'aide aux employés incroyable, mais on avait des affiches sur les murs. On parlait du programme d'aide aux employés à l'embauche. On en parlait quand tu avais une promotion et que tu changeais de département. Mais est-ce qu'on faisait vraiment vivre ce programme d'aide aux employés-là à l'interne pour inciter les gens à peut-être poser un genou par terre un petit peu plus rapidement pour aller chercher l'aide voulue? Je pense que, bien, en fait, ce qui arrive présentement avec la pandémie, on parle de santé mentale beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait des pas de géant en très peu de temps, mais en même temps, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire dans les tabous, dans la perception, dans l'éducation. Et ben, je compte y contribuer au cours des prochaines années, au cours de la prochaine décennie, parce que ça ne changera pas en 12 mois. Là. Ça va prendre plusieurs années avant de changer le vent de bord, comme on dit. Merci Jean-François. Je voulais dire que publiquement que toi aussi, tu es une grande inspiration pour moi. Ce que tu as réussi à créer en si peu de temps, ça fait 1 an et quelques semaines ou quelques mois récemment que tu as créé ça. En pleine pandémie, ta communauté elle a grandi d'une façon extraordinaire. Et comment tu as réussi à prendre un événement, une épreuve qui, pour certaines personnes, pourrait affecter négativement le reste de leur vie. Toi, tu as choisi de t'en servir et de démocratiser, j'appelle ça, moi, démocratiser les enjeux de santé psychologique.
Jean-François, j'aimerais parler de vulnérabilité et d'authenticité. Je pense que tu as parlé de vulnérabilité tantôt. Je ne sais pas si tu as mentionné l'authenticité. Il me semble que je l'ai entendu. Oui. Ou peut-être j'ai un billet puis je voulais l'entendre, mais je pense que tu l'as dit. Tu sais, souvent, en tout cas, des milieux dans lesquels moi j'ai travaillé, manufacturier, souvent les dirigeants masculins, la vulnérabilité, l'authenticité, c'était vu un peu comme des signes de faiblesse. Tu sais. Je crois que dans le contexte de santé psychologique, mais dans le contexte de la résilience, c'est plutôt des grandes forces. Est-ce qu'on peut en parler? Parle-moi un peu de ton opinion là-dessus et peut-être faire le lien avec ce que tu viens de mentionner là, dans des organisations qui ont des grands programmes très, très haut de gamme là, de PAE, d'aide aux employés. Mais comment la vulnérabilité de la direction pourrait peut-être inciter les gens à consulter quand c'est le temps? Mm. Tu sais, regarde, Stéphane, l'exemple qui me vient en tête, c'est quand j'étais en arrêt de travail, OK? Euh, j'ai été hyper bien encadré, hyper bien accompagné, j'ai rien à dire. Sauf que, tu sais, imaginez, là, tu pars en arrêt de travail, tu remets ton billet de médecin à un gestionnaire. Tu es absent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il n'y a jamais une annonce qui est faite là, à l'équipe. Là. Tu pars sans trop donner de raison. Mais ça reste en tête là, au niveau des gens. Et moi, j'ai été sans nouvelles pendant plusieurs mois. Je me suis senti complètement isolé chez moi. Je me sentais carrément comme un extraterrestre. Hein? Le monde que tu connais freine brusquement. Et moi, l'assureur me répétait souvent, Jean-François, il faut que tu fasses des affaires que tu aimes pour te permettre de reprendre de l'altitude. Et moi, je suis un passionné de golf depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Essentiellement, ce que l'assureur me disait, c'est d'aller jouer dehors et de m'amuser. Mais pensez-y 2 secondes. Je suis planificateur financier dans une grande institution financière. Je m'occupe de clients aisés, fortunés. Et moi, je suis censé d'être à l'aise et confortable d'aller jouer au golf l'été, alors que je suis en arrêt de travail pour une dépression. Je risque je risque de croiser des clients, des collègues, peut-être même mes gestionnaires, mes patrons, la direction. Et c'est là qu'on voit qu'il y a comme une espèce de clash dans ce qui est au niveau du traitement, puis au niveau de la perception des gens. Il y aura toujours des gens qui vont juger. Tu sais, je pourrais donner le même exemple. Mettons une fille qui est en arrêt de travail, elle s'en va. Elle, ce qu'elle aime, c'est de sortir avec ses amis de filles. Imaginez là, si elle sort dans un restaurant, elle prend un bon verre de vin, un bon repas avec ses amis de filles, puis à la table d'à côté, tu as 4 ou 5 de ses collègues de travail qui la voient s'amuser alors qu'elle est en arrêt de travail, puis que finalement, les dossiers qu'elle ne peut pas s'occuper parce qu'elle est malade, ben, c'est eux autres qui ont ça sur leur bureau. Pensez-vous que le lendemain matin, les gens vont avoir de l'empathie? Pensez-vous que les gens demain matin vont dire crime? Non. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de chemin à faire. C'est que non seulement il faut être. Je pense que d'admettre sa vulnérabilité, il y a aussi un piège là-dedans, Stéphane, c'est que en même temps, quand tu admets ta vulnérabilité, est-ce que tu vas avoir la même chance que quelqu'un d'autre quand tu vas appliquer sur une promotion, par exemple? Est-ce que tu vas aussi avoir, juste au niveau de l'assurabilité, je veux dire, moi, là, du jour au lendemain, là, je ne suis plus assurable là, parce que j'ai vécu ce que j'appelle une dépression majeure. Ça te donne-tu vraiment le goût d'en parler quand que tu sais c'est les conséquences qui risquent de s'en suivre? Il n'y a pas de miracle là, à la situation. C'est notre système qui est comme ça. Mais il faudrait trouver un juste milieu à un moment donné pour que les gens se sentent moins isolés, moins seuls, qu'ils aient le goût aussi d'en parler, qu'on soit en mesure, via une écoute attentive, de bien diriger les gens vers les bonnes ressources pour s'assurer que ces gens-là vont consulter plus rapidement, s'en remettre plus rapidement et ainsi sauver des centaines et des centaines de millions à tout ce qui se passe présentement. Alors, tu sais, des fois, moi, je ne suis pas là pour. Des fois, tu sais, je veux exprimer le fond de ma pensée, mais j'ai peur que ça soit un peu mal perçu, là, mais
Moi, je crois au système actuel. Je ne suis pas en train là, de vouloir créer une révolution là, à tout casser. Il se fait des belles choses, mais il faut ajouter le facteur humain à l'intérieur de ce qui se fait. Parce que je disais ça dans une entrevue récemment, les fameux panneaux de publicité sur le bord de la route, là, on ne les voit plus. Les annonces publicitaires sur le sujet, on les entend moins parce qu'on est bombardé d'informations aujourd'hui. Ce que ça prend, c'est qu'il faut élever nos voix pour montrer la voix. Et c'est peut-être un beau jeu de mots, là, mais c'est ça que ça prend. Ça prend des gens, puis je salue l'ensemble des initiatives qui sont faites au niveau de la santé mentale depuis quelques années. Il y a plusieurs organisations qui font de belles choses. Mais ce que ça prend, c'est des individus à qui c'est arrivé, qui n'auront pas, de difficulté à en parler, pour tendre la main à quelqu'un qui va vivre cette même situation-là pour l'aider dans son cheminement. Je crois que c'est un ingrédient qui est nécessaire pour améliorer tout ce qui se passe. Mais oui, Stéphane, l'authenticité, la vulnérabilité, ce pas des choses qu'on apprend non plus sur les bancs d'école. Par chance qu'on a des Pascal Dufresne de ce monde qui parlent d'authenticité, qui parlent de leadership humain. Même chose pour toi, Stéphane. Je veux dire, de leadership conscient, tout ce que vous apportez finalement, ben, plus on sera de voix, ben, mieux on va être équipé pour tracer la nouvelle voie. Et c'est ça. Merci, Jean-François. Moi, je pense que je te l'avais dit, quand j'ai fait une dépression, je suis retourné dans l'organisation où j'étais. J'ai rencontré différents cadres qui voulaient s'assurer que j'étais bien pour retourner dans mon poste, qui était assez senior. Et quand j'ai rencontré le président dans la division, c'est lui qui a passé le plus de temps avec moi. Il a fermé la porte. Puis parce qu'il sentait que j'étais vulnérable, il s'est confié à moi, que lui avait un problème de santé que personne ne savait. Il n'avait pas le droit de le dire parce que s'il le disait, il était comme un sitting duck, il était comme une cible. Fait qu'il ne l'a jamais dit à personne. Puis il s'est retiré plus tard. Donc, tu sais, on a combien de gens qui viennent au travail? J'appelle ça, souvent dans le sport d'élite, on dit les joueurs jouent blessés des fois. Il y a combien de gens qui viennent au travail puis ont une certaine forme de blessure? Fait que de démocratiser tout ça, c'est sûr que ça peut aider. Jean-François, dans tes différentes recherches et tu appuies différentes personnes, là, tu les conseilles à ta façon. Comment on peut permettre aux gens de développer leur résilience? Parce que les défis qu'on a vécus avec COVID, on parlait avant du monde VUCA, le volatile, incertain. Je pense que c'était un concept pour certaines personnes. Avec COVID, ça nous a tout rentré dans le visage, qu'on soit entrepreneur ou pas. Et je crois qu'on va en avoir de plus en plus des défis comme ça. Donc, de développer la résilience individuelle et organisationnelle, c'est drôlement important. Comment on peut développer ça, notre résilience? Bien, première des choses qui me vient en tête, c'est de ne pas s'isoler. Je veux dire, être résilient, c'est comme une force interne, une force de caractère, mais je pense que d'être soutenu dans un groupe, ça peut contribuer au développement de cette résilience-là. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, j'explique dans mes concepts, dans ma communauté, dans la conférence, le concept de la valise. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'inventaire de votre valise? Je veux dire, dans le domaine de l'aviation, on fait toujours peser nos bagages avant de partir. Pourquoi que c'est réglementé? C'est parce qu'un avion en surcharge, c'est dangereux et ça peut crasher. Donc, qu'est-ce que contient votre valise émotionnelle? Qu'est-ce que contient... on transporte tous certaines blessures, on transporte tous certains traumatismes. Certains, c'est plus grand que d'autres, mais je pense qu'on devient plus résilient quand on fait l'inventaire de sa valise et qu'on règle certaines choses au fur et à mesure. Un deuil mal guéri, par exemple, une relation conjugale difficile,
peut-être même un défi au travail, peut-être même un défi avec un collègue. Pour moi, je suis devenu plus résilient un coup que j'ai réglé ces choses-là, mais ce n'est pas nécessairement évident non plus parce qu'on est confronté à soi-même des fois dans le miroir et dire hey, écoute, je fais quoi avec cette affaire-là? Et c'est pas obligé d'être des gestes là, incroyables. Moi, l'été 2018, j'ai vécu une forme de réconciliation qui m'a fait grandement de bien et qui m'a permis aussi d'être plus groundé par rapport à tout ce qui s'en venait. Parce que si tu es fragile, tu as une valise émotionnelle trop lourde, que tu transportes des affaires avec toi, tôt ou tard, quand il arrive des événements X, Y, Z, euh, on a tous une forme de résilience, mais on ne met pas de chance de notre bord quand on transporte cette charge-là qui est lourde. Et si on avait plus de temps, j'aimerais ça rentrer dans les détails, qu'est-ce que j'ai fait sur le plan de vue émotionnel. Mais pour moi, ça a développé ma résilience. Une réconciliation, reprendre contact avec quelqu'un, par exemple. Commencer, c'est niaiseux, là, des exemples bien simples. Commencer à envoyer des cartes de Noël. Commencer à reconnecter avec les gens qui sont plus dans ma vie puis qui me manquent. En même temps, m'adresser aussi, adresser les bonnes choses au bon moment quand c'est le temps. Je me souviens à ce moment-là, j'avais quelques petites choses à régler au travail avec mon gestionnaire. Souvent, on pèle ça par en avant, on procrastine, on ne veut pas en parler, mais c'est important d'adresser les vraies choses pour, en quelque sorte, c'est ça, enlever cette charge émotionnelle-là qu'on transporte trop souvent avec nous. Puis quand il arrive différents challenges de la vie, une séparation, une faillite, une perte d'emploi, un changement X, Y, Z, ben ça ne nous aide pas là, dans notre résilience. Euh, c'est un peu comme ça que je répondrai à ta question, Stéphane. Euh, pour moi, faire l'inventaire de cette valise-là a joué une énorme différence. Puis aussi, tu sais, à un moment donné, là, quand on regarde ce qui se passe chez les autres, euh, on- moi, j'ai adopté une posture aussi où j'étais dans une dynamique de service au cours de la dernière année. C'est-à-dire, comment je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner dans ton projet? Ça m'a permis de connecter avec des individus incroyables au cours des 12 derniers mois parce que pour moi, ce qui était important, malgré tout ce qui m'arrivait, là, la perte des contrats, mon accident de vélo, j'aurais pu m'écraser dans le fond du garde-robe, honnêtement, là, parce qu'il y a bien des matins aussi que quand je me levais avec ce projet-là, j'avais des choses aussi à régler avec moi-même. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Tu sais, pensez-y 2 minutes, là, les stigmas au niveau de la santé mentale sont quand même très grands. Tu es un ancien avocat, tu es un ancien planificateur financier, tu subis un atterrissage forcé, tu souffres de dépression majeure, tu quittes un emploi, tu quittes la sécurité, tu quittes une grande organisation pour devenir conférencier, parler d'aviation, m'aider. Aux oreilles et aux yeux de certains, là, je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, là, il va-tu bien, ce gars-là? Il est-tu bipolaire? Et, et je me suis moi-même posé la question parce que c'est pas, tu sais, je veux dire, ça sort quand même des sentiers battus, là. J'ai un studio dans mon sous-sol, je suis sur les réseaux sociaux, je donne des entrevues. Ça peut paraître bizarre, mais, euh, mais je pense que quand tu as de grands rêves, se dressent devant toi de grands obstacles. Et ben, tu sais, ça peut paraître cucu dire ça, là. Mais c'est ça. Je veux dire, moi, je pense que la vie m'envoie aussi un espèce de test, c'est-à-dire, es-tu vraiment sérieux dans ton affaire là, de bâtir une communauté mondiale de sensibilisation en matière de détresse psychologique? Et c'est là que
il faut que tu sois émotionnellement groundé. Puis, je veux dire, je ne suis pas parfait, moi, là, j'ai encore des croûtes à manger, mais c'est de retomber à l'essence, c'est de retomber à pourquoi je fais ça. Et tu parlais de sens tantôt, Stéphane, de mettre un sens sur vos actions, c'est tellement important. Moi, la détresse psychologique, ça l'a, je veux dire, sur le plan de vue personnel, professionnel, en 2018, je veux dire, j'ai vécu plein de choses, là, mais je pense souvent à mon père. Mon père a eu un parcours aérien pas mal plus tumultueux que le mien. Des faillites en affaires, la dépression à quelques reprises. Il a même été obligé d'aller chercher des soins dans une clinique ici à Québec. Et moi, donner un sens, non seulement au message que j'ai, mais je pense souvent à lui quand j'ai le goût d'abandonner. Je me dis, moi, ma relation avec mon père à ce moment-là, quand j'étais adolescent et que je le voyais malade, je ne comprenais pas. Puis on n'en parlait pas à la maison de ça. C'était un sujet tabou. C'était comme si on ne pouvait pas s'asseoir à la table de cuisine puis d'échanger ensemble, notre famille, pour dire, regarde, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux-tu m'expliquer? J'aimerais ça comprendre. Ça n'a jamais été fait. Ça a toujours été balayé sous le tapis. Je considère que ma relation avec mon père n'a pas été celle que j'aurais dû avoir avec lui. Je le voyais comme un monstre, en quelque part. Et ça l'a créé des dommages dans notre famille, comme ça l'a créé des dommages dans ma famille quand moi, j'ai vécu une dépression. Je pensais que ça arrivait juste aux autres. Je me croyais plus fin que les autres. Moi. Je disais, écoute, là, c'est arrivé à mon père, moi, je suis plus fort que lui, ça ne m'arrivera pas. Mais non, ça m'est arrivé. En fait, ça arrive à une personne. La dépression, selon les stats, c'est 20 personnes, 20 des gens vont en souffrir au cours de leur vie. Et l'autre statistique, c'est que 100 des gens vont être exposés à ce phénomène-là parce que si ça ne t'arrive pas à toi personnellement, ça va arriver à quelqu'un dans ton entourage. Tu vas devoir éventuellement dealer avec ça. Alors, c'est ça. Excuse, des fois, je pars sur des envolées oratoires, mais moi, j'ai un défaut, Stéphane. Je suis un ancien avocat. Je t'ai payé au mot avant. Fait que, non, je fais des blagues. Je ne peux pas t'excuser, Jean-François. Tu parles de ton cœur et ta mission, elle est tellement importante et tu la portes avec beaucoup de passion. Hein. C'est quelque chose que tu crois beaucoup. Jean-François, merci beaucoup. C'est très, très, très inspirant. Tu sais, quand on cédule des webinaires comme ça, on laisse beaucoup de place à, je ne veux pas dire l'improvisation, mais beaucoup de place à la co-création. Et aujourd'hui, en tout cas, tu m'as touché moi, puis je sens que tu as touché plein de gens. Jean-François, je ne sais pas si tu accepterais qu'on prenne le reste du temps pour avoir de l'interaction avec les gens qui sont avec nous. Questions, commentaires, ça te tente-tu? Ben oui, tout à fait. Super. Et c'est ça, on n'a pas nécessairement abordé la Renaissance, mais une phrase. Change ton histoire et avec le temps, tu sauras changer ta trajectoire. Euh, il y a un de mes mentors qui dit, tu sais, je veux dire, le passé, ce n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence. Et c'est possible de revenir à la base et de renaître de ses cendres. Il y a plein d'exemples autour de nous, mais de là l'importance d'en parler, de communiquer ensemble parce que c'est ça, c'est inspirant. Et d'avoir ce discours-là au quotidien, ben, ça peut transformer des vies. J'aime beaucoup, Jean-François, ce que tu dis. Tu sais, notre histoire, notre passé, c'est une fondation pour qui on est, mais ça n'a aucun, si on choisit, là, ça n'a aucun, c'est pas obligé de définir notre futur. J'invite les gens avec nous, si vous avez des questions pour Jean-François, des commentaires, partager qu'est-ce qui est dans votre cœur, je vous invite à prendre la parole. Vous pouvez lever la main ou tout simplement prendre la parole. Martin? Bon, bien, premièrement, merci Jean-François de le partage. Moi aussi, j'ai passé à travers une dépression. Stéphane est au courant, fait que je fais partie du 20 Je suis content de voir plus d'hommes en parler. Les dernières fois que j'étais dans les conférences avec Stéphane, j'étais le seul homme. Que je suis content de voir plus d'hommes partager aujourd'hui parce que c'est vraiment important de partager ces épisodes-là qui sont difficiles pour tout le monde, pour la famille. Et puis, je suis
connaissais pas ta communauté. Je viens de la joindre sur Facebook. Et puis, je vais t'encourager si tu as besoin d'aide là, de ce côté-là. Moi aussi, je suis prêt à partager. Et C'est puis, gentil, mon cher. Et je réalise des pauses café à chaque semaine. J'ai des invités. Donc, si jamais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi, bref, on pourra échanger en privé, mais chapeau d'en parler aussi ouvertement. Et c'est ça. C'est la seule façon, la seule façon d'y parvenir, c'est de s'exposer. C'est pas un pas qui est facile à franchir, mais je te reconnais pour ça, Martin. ben, merci. Merci, Martin. Est-ce qu'il y a une autre personne? J'avais eu une autre main tantôt. Lynn, vas-y, là. Ben, merci beaucoup pour le webinaire, là, j'adore. Puis Jean-François, moi non plus, là, je te connais pas nécessairement. Là. Je pense que j'ai vu sur LinkedIn des publications passées que je pense que la dernière, la seule que j'ai vue, c'est que tu parlais de pleurer, que c'était important là, de pleurer, que c'était une force. Fait que c'est ça, je veux aller m'inscrire à ta communauté, je veux en connaître davantage. Puis Stéphane aussi, ben vous deux, j'aimerais ça vraiment qu'on se parle. Je pense qu'on aurait en privé, là, je pense qu'on aurait des choses à s'apporter. Moi, c'est ça, j'ai connu des pensées suicidaires, puis j'ai demandé à la vie qu'elle vienne me chercher. Puis j'ai eu un cancer de la glande de la thyroïde stade 1. Puis là, ben aujourd'hui, je sens l'appel pour en parler. Puis en tout cas, fait que j'en aurais pour un bon bout à en parler, là, mais si jamais un ou l'autre, là, vous avez besoin de quelqu'un pour parler des pensées suicidaires, je trouve dans notre société que c'est comme il y a le centre de prévention suicide où il y a les gens qui vont bien, mais je trouve pas qu'il y a comme de pont entre les deux. Puis je trouve qu'il y a comme vraiment comme une place à prendre là-dedans. Donc, si pour quoi que ce soit, là, moi, je suis disponible puis je veux vraiment servir la vie à ce niveau-là. Puis j'ai parti un projet de société aussi. Fait que, en tout cas, je vous offre mon cœur. Puis c'est ça. Mais oui, je me sens connectée avec vous autres. Puis j'adore ça. Puis je me sens un petit peu moins toute seule aussi là, dans la lignée que je suis en train de prendre parce que je réponds à mon cœur. Puis je sais pas où ça s'en va, mais j'essaie de suivre. Puis ça donne la chienne en joie à le voir. Là. Merci, Lynn. Merci de ton Merci. partage. Au On retient ça. au Moi, j'ai plaisir ton d'échanger. courriel, donc on va retenir ça. Excuse-moi, Jean-François. Non, mais je disais à Lynn, au plaisir d'échanger. Écoute, j'ai lancé une initiative le mois passé, j'ai appelé ça les Boys. Comment vivre en désavantage psychologique. J'ai dit comment je ferais pour. Je pensais te parler d'avion, j'allais attirer les hommes. Mais ma communauté, il y a 76 de femmes puis 24 d'hommes. Pourtant, les statistiques sont là pour les hommes autant que pour les femmes. Fait que j'ai dit, je vais lancer une initiative, je vais appeler ça les Boys, comme le film. Et on était 6 hommes sur un panel le mois passé. Et on répète cet exercice-là le 17 mars prochain avec 6 autres boys. Et c'est important d'en parler. Et on parlait de suicide tantôt. Le Martin Binette qui est venu jaser le mois dernier sur cette plateforme-là, les boys, c'est quelqu'un qui a pensé s'enlever la vie et le soir qu'il devait passer à l'acte, il y a un de ses amis qui l'a appelé. Il est allé le chercher, ils sont allés prendre une bière. Puis ce soir-là, il a rencontré la femme de sa vie. Okay? Le lendemain, il n'a jamais passé à l'acte. Ça l'a comme transporté une journée à la fois. Puis aujourd'hui, je veux dire, il est avec cette femme-là depuis des années. Et moi, j'en parle, j'ai des frissons. Je veux dire. Puis il y a des gens qui commettent l'irréparable parce que ils n'ont plus de référence, ils se sentent tout seuls, puis ils ont trop mal. M'aider, ce n'est pas une plateforme d'intervention en première ligne. Là. Nous, c'est beaucoup plus là, pour parler du sujet day in, day out. Mais il existe, nous autres aussi, le mandat qu'on s'est donné, c'est de faire rayonner des organismes qui existent et qui sont méconnus par la population. Comment? Par les médias sociaux et par l'exposition web. C'est beaucoup mieux qu'un annuaire téléphonique. Jean-François, j'ai une question. Le club que tu as parti, les Boys, là, est-ce que c'est seulement pour des hommes ou c'est pour les hommes et les femmes? Non, c'est quelque chose qu'on diffuse dans la communauté M'aider. C'est une activité mensuelle. Alors, les femmes sont les bienvenues. La dernière fois, quand on a fait l'activité, on était près de 60 personnes qui étaient branchées, puis il y avait plusieurs femmes, parce que ça permet aussi aux femmes
de mieux comprendre leur conjoint, hein, ou leur chum. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux dire, quand on parle de ça ouvertement, c'est ça de faire de l'éducation. Puis l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qui n'existe pas. Puis c'est pas moi qui dis ça, là. C'est Nelson qui s'appelait. Nelson Mandela. Ouais. Mais excuse-moi, Jean-François, est-ce que c'est des hommes qui prennent la parole puis les femmes sont invitées à les entendre? Oui, exactement. OK, On parfait. prend la Merci. parole, il y a des commentaires, c'est interactif, là, donc effectivement, il y a des gens qui interagissent avec nous. Ouais. Merci, Lynn. Il y avait Carl qui avait la main levée. Vas-y, Carl. Oui, d'abord, un grand merci, Jean-François, là, pour ce que tu partages avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai découvert par hasard ta page Facebook, là, puis ça m'a vraiment interpellé. Moi, je travaille avec les programmes de soutien au personnel au niveau des Forces armées canadiennes. Ah oui. Je fais de la promotion de la santé et je fais comme toi là, des interventions en amont. Je fais de la prévention, de l'éducation. J'essaie de changer les mentalités, de faire évoluer les perceptions, d'éduquer ma clientèle à ces questions-là qui sont vitales là, pour la productivité et le bien-être de tous en milieu de travail. Donc, tout de suite, j'ai connecté avec le genre de message que tu véhicules à travers ta plateforme. Là. Donc, félicitations, c'est une super initiative. Je pense qu'on doit réaliser que si davantage d'hommes comme toi témoignent de leur parcours, de leur expérience, je pense que la stigmatisation, les tabous vont cesser ou vont du moins s'atténuer beaucoup. Donc, un grand merci et bravo, 1000 bravos. Et ça me ferait un grand plaisir de t'inviter aussi à la Défense nationale à faire une conférence éventuellement, là, si on peut rester. Plaisir, mon cher. J'apprécierais. J'ai une question là, ouais. Par rapport à ce que tu as exprimé. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi là, pour te libérer, sortir un peu de l'ombre et déterminer que tu avais un message fort à véhiculer à tous, là, à savoir que tu as vécu de la détresse psychologique et tu as déterminé que tu n'allais pas te laisser abattre. Là. Oui, la résilience, mais quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis de sortir de l'ombre, du silence, de l'isolement et de survivre finalement? Là? Bien, j'oserais dire, quand le premier mois là, après mon arrêt de travail, là, c'est pas mêlant, Carl. Moi, je me sentais comme une larve. OK? Puis, après avoir été quelqu'un d'assez performant, de très. Tu sais, j'ai vraiment crashé, là, puis pas à peu près. Là. Et après ça, ben, je me suis senti seul, je me suis senti incompris, je me suis senti. C'est ça. Et c'est ça qui m'a littéralement inspiré d'en faire un peu plus. Et aussi, je me référais à ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, adolescent, de voir mon père vivre des choses comme ça, puis tous les dommages collatéraux que ça l'a engendré dans ma propre famille. Je me suis dit, là, c'est assez. Le premier vidéo que j'ai fait en janvier 2020, là, j'ai intitulé ça « J'ai le feu au cul, je me lève dans la chambre d'hockey ». Et je shakeais comme ça là, avant de peser sur scène. Là. Mais je chantais que c'était la voix. Alors, c'est vraiment une inspiration. Puis moi, je crois beaucoup, je lis beaucoup, je suis coaché aussi par des gens exceptionnels. C'est quoi l'héritage que tu veux laisser au monde? C'est quoi aussi, comment tu veux que les gens se souviennent de toi après cette crise-là? Est-ce que tu fais comme si de rien n'était ou tu as le goût de co-créer, de faire des choses? J'aime pas. Je pense qu'on a l'opportunité de repenser nos modèles et d'être en mesure de. Je parlais de larve là, tantôt, là. Mais pensez-y 2 minutes. Là, la chenille qui se transforme en papillon. Là. On n'a jamais pu l'interviewer, la chenille. Là. Ça ne se fait pas. Mais d'après moi, elle souffre en tabarouette avant de se transformer en un être incroyable. Hein? Essentiellement, là, l'ensemble de ses organes se réorganisent. Et c'est de toute beauté. C'est sûrement douloureux. Alors, de penser à des petites choses comme ça, moi, ça me donne le goût de
de mettre l'épaule à la roue, de mettre ma pierre à l'édifice dans un système de santé qui, ma foi, est fragilisé. Il faut se dire des vraies affaires. Là. Pouvons-nous réinjecter demain matin des millions et des millions dans le système? On va prendre l'argent où? La seule façon, là, c'est de redonner la voix à des gens pour venir en quelque sorte contribuer à démystifier cette bébête-là, puis en même temps, peut-être faire en sorte que les gens ne se rendront pas au bout du rouleau. Travailler en amont plutôt que de toujours travailler en réaction. Mais ça, là, ça prend des années et des années. Fait que moi, c'est ça qui m'a littéralement inspiré. Puis les journées où je voulais abandonner, je revenais toujours à l'essentiel. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et le pourquoi, quand tu as un why that makes you cry, les gens n'achèteront pas ce que tu fais. Les gens vont plutôt s'associer à toi. Pourquoi tu le fais? Et ça, c'est Simon Sinek qui dit ça. People don't buy what you do, they buy why you do it. Et je pense que dans des moments comme celui-ci, les gens ont besoin de cette inspiration-là. Les gens ont besoin de cette motivation-là. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de se rattacher à quelque chose pour dire hey, écoute, on ne se laissera pas abattre. Puis, cette crise-là a apporté quelque chose d'extraordinaire. C'est la possibilité pour certaines personnes, dont moi, de complètement me transformer au même titre que la larve se transforme en papillon. Okay? C'est-à-dire, au début, tu as l'œuf, tu as l'arbre, tu as les larves, tu as la chenille. Après ça, tu déploies tes ailes. Et ça, cette transformation-là, il ne faut pas forcer le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais mon rêve avec M'aider, c'est qu'il y ait une armée de papillons. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que ce message-là soit en quelque sorte propulsé. Mais c'est ça. Ma santé mentale va très bien en passant, malgré tout ce projet-là. Mais tantôt, je trouvais ça important de le dire au niveau des stigmas parce que même encore aujourd'hui, il y en a qui doivent dire coudonc, il fait quoi avec ça? Il veut sauver le monde. Mais non, d'abord, tu mets ton masque oxygène en premier avant de donner de l'oxygène à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis il y a des histoires hyper inspirantes dans M'aider depuis la création. Puis ça aussi, ça m'inspire à aller plus loin. Quand tu vois que tu peux avoir cet impact-là avec ton organisation, bien, c'est trippant. Ça donne le goût de changer le monde. Merci Jean-François. Merci Carl. Il reste 2 personnes avec des questions. Il y a Cléopatra. Questions ou commentaires? Ça ne fonctionne pas, Cléopatra. On va aller. Okay, Désolée, voilà. c'est interrompu 2 minutes, OK? Oui, merci beaucoup Jean-François. J'ai beaucoup de gratitude pour toi et Stéphane. J'ai suivi Stéphane, ça fait à peu près 1 an et quand j'ai vu ce webinaire, c'est vraiment pour moi, mais je constate que chaque fois je dis ça parce que j'adore tout ce que Stéphane fait. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire, c'est que j'ai reçu un bon message pour moi, de confirmation de continuer mon chemin. Puis, je vois un homme vraiment inspirant, fort, courageux. Je suis tout à fait avec la communauté, donc je vais me joindre aussi. C'est vraiment très inspirant. Puis, je constate que je renommerai l'histoire de ma vie résilience et renaissance. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu moi aussi, surtout dans le plan professionnel, beaucoup de changements, puis le bonheur ne restait pas longtemps. Mais je constate que j'ai une grande force de rebondir chaque fois. Et j'ai vécu ça, puis j'ai beaucoup appris aussi, donc via les formations, les cours. Donc, merci. J'adore, je suis très inspirée. Puis j'ai une belle confirmation. Merci. Et je tiens à dire que tu as un super beau prénom. C'est sûr. Oui, je t'ai vu apparaître tantôt. Bravo. Merci, Cléopatra. Alain,
Bon, ben merci Stéphane, merci Jean-François. À défaut d'avoir un prénom peut-être pas très exotique, j'ai quand même fait du mieux que je peux avec le temps que j'ai, parce qu'en fait, moi aussi, Jean-François, parfois je suis un moulin à parole et il faut que je me limite et je vois l'heure qui arrive. Premièrement, ben, je suis content d'avoir fait ta connaissance parce que c'est comme la première fois, ça donnait même en termes de timing que je participe à un webinaire, puis j'ai déjà croisé Stéphane dans une autre vie, là. Ça fait peut-être plusieurs années maintenant, évidemment. Merci pour le partage. 2 ou 3 points. Quand tu parlais que de plus en plus, si les gens peuvent élever la voix pour montrer la voix, hier, l'entrevue avec Oprah Winfrey, avec Meghan et Harry, quand on parlait de vulnérabilité, d'authenticité, puis de suicide et tout, c'est quand même un petit peu spécial, là, les points qui ont été soulevés, si vous l'avez vu. Sinon, Danny Turcotte aussi, à tout le monde en parle quand on parle d'authenticité et tout. Donc, je trouve que c'est quand même des porte-paroles qui ont une notoriété, qui vont faire en sorte que, comme tu dis, là, à un moment donné, ben, il y a des plafonds qui sont brisés. Personnellement, moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé et sécurité via changement de culture, leadership. J'accompagne les gestionnaires et la santé mentale, la santé psychologique est encore trop souvent sous-estimé ou pas assez incorporé dans la gestion des risques globalement. Tu sais. Et je m'en rends compte, et évidemment, ben, parfois, il faut faire un petit peu la nuance entre du burn-out et de la dépression, mais ça, on est déjà plus dans le traitement de la source. Puis le dernier point que je voulais partager avec toi, j'aime beaucoup toutes les images que tu as prises avec l'avion ou avec Stéphane quand il parlait à un moment donné de joueurs blessés. Et moi, pour faire pas mal de sport, je fais le parallèle. Développer sa résilience, c'est comme un sport, mais on peut s'entraîner à la développer. Tu sais. Alors, c'est un peu comme un élastique. Si je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire, à un moment donné, l'élastique, c'est sûr qu'il va briser. Mais je peux avoir des stratégies d'entraînement où je ramène mon élastique, je renforce mon élastique, un peu comme la chenille et le papillon. Je peux m'organiser pour que le papillon, à la limite, là, il vive le plus longtemps possible avec des ailes solides. Et il y a des stratégies par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans un monde, malheureusement, où l'image, le désalignement entre ce qu'on doit montrer et qui on est réellement est encore très, très présente. Et comme tu le mentionnes très bien, le temps d'arrêt est important, mais je finis là-dessus. C'est un petit peu comme un GPS. Tu sais. GPS, il a besoin de deux éléments importants, le point de départ, mais aussi le point d'arrivée. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Puis quand tu parlais tantôt de notions de mission, de valeur, de clarté, tant je pense qu'on n'a pas fait ce travail-là à un moment donné, ben, à l'image d'un véhicule, on va faire pas mal plusieurs fois le tour du stationnement, on va prendre n'importe quel chemin, puis c'est là qu'on va tomber en panne d'essence, que le moteur va surchauffer, puis éventuellement que la voiture ne roulera plus ou que l'avion va crasher. Mais bref, alors merci pour le partage. Tu vois, ma passion, ma volubilité, juste grâce à vous, là, ça commence déjà à remonter. Alors, c'est de l'intelligence collective et puis de l'entraide collective. Merci à toi. Merci, Alain. Merci. Bien, c'est le temps de terminer. Donc, j'aimerais te remercier, Jean-François, de ta grande inspiration. Tu parles avec ton cœur, c'est très clair, et tu as une cause que tu portes avec toute ton énergie, toute ta passion, et tu as touché beaucoup de gens aujourd'hui, à commencer par moi. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour la grande œuvre que tu portes. Je remercie aux gens qui ont pris l'heure de lunch avec nous pour passer avec nous. Je crois qu'on a appris beaucoup avec Jean-François et on a été inspirés. Et j'apprécie ceux qui ont partagé avec nous leur idée. Donc, une des choses pour moi, la résilience, c'est entre autres de se partager nos défis. Puis ensemble, on peut s'appuyer les uns les autres. Donc, je suis très touché par toi, Jean-François, et très touché par les gens qui ont été avec nous. Et je vais envoyer le vidéo à tous les gens inscrits. Jean-François, je vais inclure le lien de ta page Facebook là, de la communauté BD. Donc, les gens pourront la joindre s'ils ne sont pas déjà partis. Puis, je vais inclure la page aussi de mon centre pour les gens qui veulent voir nos autres activités. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée lumineuse. En tout cas, à Montréal, il fait beaucoup de soleil. Et à bientôt. Stéphane, attends un petit peu. J'ai le goût de sortir de ma zone de confort là, à midi. Là. Est-ce que tu me donnes 2 minutes de plus juste avant qu'on termine? Oui. Je vous laisse en chanson. OK? Et là, je suis tombé là-dessus. J'écoutais cette chanson-là ce matin, puis je trouvais que c'était vraiment en lien avec la résilience et la renaissance. J'espère que vous allez bien entendre. Mais écoutez surtout les paroles à la fin. Entendez-vous bien? Oui.
Vous connaissez ça. C'est tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Lights will guide you home and ignite your bones and it will fix you. Alors, j'aurais dû couper ce bout-là, je suis désolé. On coupera ça au montage, Stéphane. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face and tears stream down your face. Promise you I will learn from my mistakes. Je suis sûr que vous n'écouterez plus cette chanson-là de la même façon. Sur ça, tout le monde, merci Stéphane. C'est toujours un plaisir de collaborer et de co-créer avec toi. Et tu peux compter sur moi pour la prochaine décennie à aider ton organisation. Et je sais que je peux compter sur toi pour aider celle de Mayday. Merci tout le monde d'avoir non seulement joint notre communauté, mais il y a des gens qui ont décidé aussi de mettre l'épaule à la roue parce que je ne peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin de vous. On a besoin de nous parce que mon histoire, votre histoire, peut littéralement changer la trajectoire de quelqu'un d'autre. Salut tout le monde. Merci Merci tout le monde. Merci Jean-François. Bye. Au revoir.